Alors, il est 11h01, donc on va pouvoir commencer notre conférence. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Stéphane Giboudeau, donc le directeur général de Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes, donc co-organisateur avec le CBC du Rhône de ce salon de l'évolution et de la transition professionnelle. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour 1 heure sur cette conférence sur la thématique du bâtiment durable et des métiers de demain. Très heureux de voir que la salle est déjà totalement remplie. C'est donc que le sujet intéresse et nous en sommes très heureux. Pour cette conférence, l'objet sera de vous faire partager les grands enjeux de ce secteur du bâtiment, notamment du bâtiment durable. Vous allez voir qu'on va parler d'innovation, on va parler d'un secteur extrêmement moderne avec beaucoup d'opportunités et d'évoquer également les métiers qui se logent dans ce secteur, derrière toutes ces innovations, derrière toute cette modernité, et la façon dont on peut accéder à ces métiers à travers la reconversion professionnelle, à travers la mobilité professionnelle dans ce secteur qui est vaste et qui offre beaucoup d'opportunités de carrière. Et donc, ce sont ces modalités d'accès au secteur, de métiers et d'opportunités de formation pour y accéder que l'on va évoquer, qu'on va vous faire partager ce matin, jusqu'à midi. Alors pour vous partager tout cela, 4 invités et que je remercie déjà de leur présence et de s'être mobilisés pour cette conférence. Dans l'ordre de leurs interventions, Nathalie Lato, qui est la directrice régionale de l'OPCO Constructis. L'OPCO Constructis, Nathalie vous l'expliquera, a en charge l'ensemble des questions d'acquisition de compétences dans le domaine du secteur du bâtiment qui nous concerne aujourd'hui. Juliane Millet, bonjour Juliane, qui est la directrice du campus hors site. Alors, Juliane nous ferait découvrir ce que c'est que le hors-site dans le domaine du bâtiment durable. Et vous allez voir, on va parler d'innovation et de choses assez disruptives, assez loin des clichés que l'on peut avoir dans le domaine du bâtiment. Et puis, les représentants de 2 organismes de formation de Lyon, Adine Char, qui est la directrice du campus de Lyon de La Solive, un organisme de formation qui forme spécifiquement dans ces métiers. On parlera d'éco-construction, on parlera d'efficacité énergétique, donc tous ces métiers, et vous nous ferez partager quel type de public vient vers vous, quelle formation est-ce que vous dispensez et quelles opportunités professionnelles cela ouvre derrière. Et François Leroux de l'organisme de formation OICOS. François, vous êtes chef de projet dans cet organisme qui est aussi basé dans la région, 2 organismes avec lesquels la Transition Pro travaille. Et pareil, vous nous présenterez les types de formations qui sont délivrées et les opportunités professionnelles, la façon dont des parcours peuvent se dérouler dans ce secteur d'activité du bâtiment durable. On gardera quelques minutes à la fin pour des questions avec la salle. Et notre conférence se tiendra jusqu'à midi. Voilà pour les éléments de cadrage préalable. Écoutez, je vais tout de suite appeler Nathalie, qui va venir nous parler du secteur, de ce grand secteur d'activité. Donc Nathalie, la directrice de l'OPCO Constructis. Donc Nathalie, ton PowerPoint est prêt. Tu n'as plus qu'à le faire avancer quand tu veux, en appuyant sur la petite flèche ici, ça avance et c'est parti. Merci Stéphane, bonjour à tous.
Et puis merci pour cette invitation de la part de Transition Professionnelle, parce que notre champ d'activité, c'est effectivement la construction, comme Stéphane l'a dit, en particulier le bâtiment, je vais y revenir. Mais notre public habituel, c'est plutôt les entreprises. Donc voilà, je suis aussi contente d'avoir cette tribune devant peut-être d'actuels ou de futurs salariés du secteur. Donc voilà, c'est très bien. D'autant qu'on se faisait la réflexion que l'auditoire est très très féminisé, et ça c'est une super bonne nouvelle. Voilà. Bon. Je ne suis pas très, très objective quand je parle de ça, mais c'est important de le souligner. Alors, en 2 mots, parce que je ne vais pas vous asséner d'informations qui vous intéressent peut-être pas directement, qu'est-ce que c'est qu'un opérateur de compétences ? C'est un organisme qui est financé par l'intermédiaire de France Compétences sur la base des cotisations formation des entreprises, un organisme paritaire, qui accompagne les entreprises et leurs salariés dans le développement de la formation de leurs salariés, mais aussi, ça c'est un champ très important, en particulier dans la construction, dans le cadre de l'intégration par la voie de l'alternance et en premier lieu par l'apprentissage. Voilà. Donc on a un portefeuille, on est 11 OPCO, opérateurs de compétences. On accompagne l'ensemble des entreprises pour les convaincre d'investir dans la formation comme vecteur de leur propre développement, de leur propre pérennité. Voilà. Donc moi je suis responsable régionale de l'OPCO Constructis, qui recouvre donc le domaine de la construction, le bâtiment en premier lieu, c'est quand même 93% de nos entreprises, les travaux publics et le négoce des matériaux de la construction. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus là pour vous parler de l'évolution et des compétences dans le secteur, plus spécifiquement du bâtiment, puisqu'on était sur le bâtiment durable. Pour ce faire, finalement j'ai pris l'option, parce que tous les OPCO ont des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une petite présentation rapide de l'étude qui est sortie en début d'année sur les évolutions de compétences dans le bâtiment. Voilà, donc c'est tout frais, ça vient de sortir. Donc je vais vous en donner quelques éléments qui donneront lieu à des échanges futurs au moment des questions-réponses. Le constat est le suivant. C'est vrai que le secteur de la construction et du bâtiment plus spécifiquement représente une part conséquente de la consommation d'énergie. C'est 43% de la consommation annuelle d'énergie en France. Donc, partie consommation. Et des émissions de gaz à effet de serre, on est à 23%, on est les deuxièmes derrière le transport, le secteur du transport. Donc à la fois une grande consommation, alors pour la production de bâtiments, mais aussi pour leur fonctionnement. Voilà. Donc c'est un vrai constat. On est responsable dans ce réchauffement climatique, mais l'idée c'est que l'on soit aussi acteur pour participer à l'effort global de réduction de la consommation, enfin de la production de gaz à effet de serre et dans la transition écologique. Donc, à ce titre-là, puisqu'on est producteur, consommateur et acteur, contributeur, les pouvoirs publics nous ont fixé des objectifs ambitieux en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique de ces mêmes bâtiments, avec toutes les primes associées, toutes les mesures publiques qui peuvent être associées pour amener à ce que l'ensemble des propriétaires, qu'ils soient privés, publics, puissent entamer des travaux de rénovation. Donc pour entamer ces travaux-là, il nous faut travailler sur des compétences. Donc je vous le disais,
La branche s'est interrogée donc au travers de son observatoire et a réalisé cette étude d'octobre 2022 à septembre 2023 sur un panel de plus de 600 entreprises, hein, donc c'est quand même un petit peu robuste hein, comme approche. Donc avec trois angles d'attaque. À la fois, quelles sont les perspectives de croissance du marché de l'entretien, rénovation des bâtiments. Inévitablement, on parle compétences, on parle investissement. Encore faut-il qu'on ait un marché en face hein, pour pouvoir absorber ces efforts en matière d'investissement. Comment les entreprises vont-elles s'organiser pour aborder ces marchés en termes on parle beaucoup d'organisation, ça viendra aussi. Hein, je pense qu'on a fort à faire au niveau du bâtiment, sur l'organisation, sur la gestion des chantiers, etc. Donc là, on a des perspectives d'emploi et développement des compétences. Et puis, quels besoins en recrutement et en compétences, véritablement, de façon très fine, ces évolutions supposent-elles. Bon, moi, si vous me le permettez, je vais quand même plutôt, du fait de la légitimité d'un OPCO, me concentrer sur le dernier point. Ce qui ressort de cette étude, c'est que les principales évolutions des compétences sont liées à 4 domaines. Bon. Il est clair que le bâtiment durable, les évolutions pour s'adapter à cette transition écologique et devenir un véritable acteur, on est quand même un peu moins dans un système disruptif comme on peut l'être au niveau de certaines industries. On a beaucoup d'adaptations. La part technologique, technique, mais je laisserai les intervenants suivants peut-être aller plus dans le fin des propositions concrètes de formation. Bon. On a de l'évolution, certes, mais c'est pas une révolution non plus. Voilà. Pour autant, on a quand même des besoins en évolution des compétences sur la partie technologique, plutôt sur les équipements, sur les produits. Donc, on va parler d'installation, d'équipements de chauffage qui vont permettre d'être plus frugaux en termes de consommation. On va regarder à mettre en place, bien évidemment, des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur, etc. Donc, tout ça, on est quand même essentiellement sur la partie technologique et la partie produit. Alors, la partie équipement, c'est plus ces équipements dont je viens de vous parler. Et puis après, on va voir aussi quelle est la possibilité d'utiliser des produits et des matériaux biosourcés. Alors toujours avec cette problématique, hein, on l'a dit, de solvabilité du marché, mais c'était un petit peu, j'ose le dire, un peu gadget, un produit d'appel au démarrage il y a encore quelques années. Hein. Moi, ça fait 22 ans et même un peu plus que je suis dans le secteur de la construction. Voilà, on a toujours parlé de chanvre dans la construction, etc. Aujourd'hui, c'est une réalité. Voilà, on n'est plus dans j'oserais dire, altermondialistes qui conçoivent leur bâtiment dans un coin. On est vraiment dans une prise en compte véritable et massive, y compris au niveau de la maîtrise d'ouvrage, de la nécessité d'utiliser des matériaux biosourcés, le réemploi également. Hein. Aujourd'hui, on ne parle plus ou très rarement de démolition, on va parler de déconstruction. Donc, déconstruire un bâtiment et le démolir, vous imaginez que ce n'est pas tout à fait les mêmes compétences qui sont associées. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se développe de façon importante. Deuxième champ de compétences en forte évolution, c'est tout ce qui concerne la performance énergétique du bâtiment. On parle beaucoup d'étanchéité à l'air. Voilà. Donc ça suppose, alors encore une fois, pas des compétences techniques révolutionnaires, mais l'idée aussi lorsqu'un corps d'État intervient, tous les actes, toutes les actions qui vont avoir lieu sur un chantier, il faut en mesurer les conséquences par rapport à l'enveloppe globale et puis par rapport à l'intervention des corps d'État suivants.
Bon, voilà. Typiquement, poser une fenêtre, c'est bien, la fenêtre est bien posée. Est-ce qu'on a perforé un mur? Est-ce qu'on a finalement endommagé l'étanchéité et l'air du bâtiment, etc. Donc ça suppose, au-delà de ses connaissances propres, la capacité à avoir une vision plus globale du chantier. Donc en termes de compétences, c'est un petit peu plus disruptif pour le coup. On voit aussi le développement de la préfabrication. Donc avec du hors-site, c'est pas le même que celui de Juliane, mais c'est-à-dire que là où tout était construit, conçu directement sur le chantier, avec des systèmes de banches, etc., on va pouvoir maintenant installer des systèmes des modules de bâtiments qui auront été conçus par ailleurs. Donc ça fait appel à d'autres compétences. Assembler des éléments préconçus, c'est autre chose que les concevoir ou les couler sur place. Je le disais en premier lieu, c'est l'interface entre les métiers. Alors ça, c'est fondamental. Ça suppose, là aussi, une évolution et peut-être un peu plus une révolution à toutes les strates de l'entreprise, sur la gestion de chantier, sur le top management de l'entreprise, de quelque taille qu'elle soit. Et là, vraiment, je vous regarde, mesdames, bien sûr qu'il y a des opportunités d'emploi sur les chantiers, mais là, vraiment, on a une ouverture totale des entreprises aux femmes sur la gestion des chantiers, avec des chefs d'entreprise qui sont assez dithyrambiques sur les qualités et sur l'évolution que ça peut leur apporter. Bon, c'est pas un discours hyper féministe, mais un petit peu quand même. Voilà, on va pas s'en priver parce que c'est une réalité. Et ce sont des chefs d'entreprise encore beaucoup masculins qui le disent. Voilà. Donc, interface entre les métiers. Donc, ça touche beaucoup, effectivement, tout ce qui est conduite de travaux, tous les chefs de chantier, etc., la conception même. Mais c'est en train de se diffuser au niveau de l'intégralité de la filière de construction jusqu'aux compagnons. Voilà. Donc, à titre d'introduction, ce que je pouvais vous dire, on a des besoins en évolution des compétences, et ces besoins, ils vont pouvoir être satisfaits grâce à nos partenaires que sont les prestataires de formation. Merci Nathalie, et je n'avais pas effectivement relevé, mais une conférence sur le domaine du bâtiment avec 3 intervenants sur 4 féminins et un modeste animateur, c'est quand même quelque chose de plutôt nouveau par rapport à ce qu'on a pu voir il y a un certain nombre d'années. Merci. Juliane, à toi, alors pour mettre ton support, là Thomas va venir te mettre, donc pour nous parler du sujet du campus hors-site et de ce que recouvre cette notion de hors-site dans le domaine du bâtiment. Tout à fait, merci beaucoup Stéphane pour l'invitation déjà à participer à cette conférence. Donc moi je suis la directrice du campus hors-site. Le campus hors-site, c'est un organisme de formation et un centre de ressources dédié à ces nouvelles méthodes de construction qu'on appelle hors-site. Et donc sur notre site internet, vous pouvez par exemple, si vous ne connaissez pas le hors-site, découvrir ce que c'est. On a tout un tas de vidéos gratuites pour comprendre. Mais je voulais d'abord faire un petit sondage dans la salle, à main levée. Qui a déjà entendu parler du mot hors-site? On a des pros ici. Génial. Bon, bah super. C'est pour savoir d'où je pars en fait dans ma discussion. Alors effectivement, moi je vais vous parler de construction et de rénovation hors site. Mais d'abord, je voudrais faire un petit mot sur le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment, donc c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi partout dans le monde. Il est soumis aujourd'hui à de très très nombreuses pressions. Les pressions, ça va être le coût des matières qui augmente, ça va être des problèmes de chantier qui sont de plus en plus longs et qui provoquent des nuisances assez importantes pour les villes. Ça va être des problèmes de qualité, notamment avec des réserves très importantes à la livraison. Et puis ça va être aussi des problèmes de raréfaction de la main-d'œuvre qualifiée sur les chantiers. Donc tout ça, ça fait qu'il y a une très grosse pression sur le domaine du bâtiment. Et par ailleurs, on a un sujet,
c'est qu'on utilise principalement en France le béton coulé sur chantier pour nos bâtiments, et que ce béton, c'est un matériau qui est formidable, mais c'est aussi un matériau qui est extrêmement polluant. Et donc pour toutes ces raisons, le secteur du bâtiment est responsable aujourd'hui, et Nathalie l'a dit, de 37% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est absolument énorme. Et donc en fait on n'a plus bien le choix. Il va falloir que le bâtiment se transforme en profondeur, et c'est pas nous qui le disons à notre niveau, c'est à l'échelle mondiale, hein, et notamment il y a eu un très récent rapport de l'ONU qui appelle effectivement, Nathalie, à une révolution pour le coup du secteur du bâtiment, parce que si on veut réduire drastiquement ces émissions de gaz à effet de serre, c'est pas une petite transformation, c'est vraiment une révolution qu'il va falloir faire tous ensemble, et ça va se passer par forcément pas mal d'étapes. Alors l'objectif que fixe l'ONU, c'est de diviser par 2 l'utilisation du béton d'ici 2050. Donc divisé par 2, c'est énorme. Et l'ONU nous dit également qu'il ne va pas suffire de changer de matériaux, il va aussi falloir changer de processus de construction, changer nos manières de construire et de rénover. Et c'est ce qu'on va vous proposer, nous, avec la construction et la rénovation hors site, c'est de construire et de rénover autrement. Alors, comment on fait? Donc peut-être une petite définition pour commencer. Alors c'est là... À droite. Hop. Voilà, parfait, il n'y a pas besoin de moi. Voilà, merci Stéphane. Donc, le hors-site, c'est la traduction de off-site building, en anglais, ça s'appelle comme ça. Et donc, le hors-site, c'est un processus de construction et de rénovation, un processus global qui part de la conception. On va concevoir finalement autrement nos bâtiments pour qu'une partie de ces bâtiments puisse être fabriquée dans une usine ou dans un atelier à l'extérieur du chantier. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, on va redonner de l'oxygène au chantier, on va sortir une partie de ce qu'on fait sur le chantier dans des ateliers en amont. Et donc, ensuite, on va venir assembler, finalement, ces composants de bâtiments sur un chantier. Et évidemment, il y a tout un tas de choses qui vont rester sur le chantier. Évidemment, les fondations, les VRD, les finitions, ça se fera toujours sur le chantier. Mais c'est bien, ce qu'on cherche avec le hors-site, c'est une hybridation entre la construction traditionnelle et la construction en atelier en amont. Voilà, alors le hors-site, on pense peut-être plus facilement à la construction neuve, mais en réalité, on peut aussi faire de la rénovation hors-site, pas pour tout type de patrimoine, mais pour un certain type de patrimoine, notamment des patrimoines où il y a des façades avec beaucoup de répétitivité. Je pense aux logements sociaux, par exemple, où il peut y avoir des façades rapportées qu'on vient, par exemple, à inscrire sur le bâtiment. Mais je vous illustrerai ça tout à l'heure par quelques images. Alors, qu'est-ce qu'on peut fabriquer en usine ? Alors, on a aujourd'hui un référentiel qui est sorti pour définir qu'est-ce qu'on peut fabriquer en usine. Donc, on va d'abord penser à des choses que vous connaissez déjà, ce qu'on a appelé les ossatures 1D, ou finalement, on va parler par exemple de pré-murs en béton, ça vous connaissez déjà, et donc c'est déjà pas mal pratiqué. Et effectivement, ça va être les solutions où il y a un seul matériau qu'on utilise et qu'on préfabrique en usine. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les panneaux en 2 dimensions. Et donc là, si vous connaissez déjà les murs à ossature bois, par exemple, c'est des murs à ossature bois où sont intégrées les menuiseries, et on va pouvoir préfabriquer ça en usine et ensuite l'installer sur le chantier. Ensuite, on a des composants non structurels. Ça va être par exemple des salles de bain préfabriquées, ou encore des gaines techniques préfabriquées, des balcons préfabriqués. Finalement, c'est des éléments qui ne font pas partie de la structure du bâtiment, mais qui sont quand même des éléments relativement techniques avec beaucoup de fonctionnalités qu'on vient rapporter sur le chantier. Et puis enfin, la dernière catégorie la plus aboutie, c'est ce qu'on appelle le modulaire 3D. Là, carrément, on va faire des éléments, par exemple des chambres d'étudiants, complètement terminées en usine, qu'on va venir livrer sur le chantier. Voilà, donc vous voyez, maintenant, il y a 4 catégories de hors-site, et donc ça rend les choses un peu plus lisibles pour savoir ce qu'on fait. Alors, ces éléments, ils vont être fabriqués avec différents matériaux. C'est là tout l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir utiliser bien sûr du béton sur une partie de ces éléments, mais pas que. On va pouvoir utiliser du bois, du métal, des éléments issus du réemploi. Et donc du coup, c'est cette mixité des matériaux qu'on va rechercher. Et dans un bâtiment, on va rechercher finalement le bon matériau au bon endroit et plus seulement l'usage du béton exclusif. Je vous l'ai dit, l'idée c'est certainement pas d'avoir un bâtiment 100% hors site.
c'est vraiment de conserver les métiers du bâtiment sur le chantier, là où ils apportent réellement de la valeur ajoutée, et de développer des nouveaux métiers dans des usines où on va pouvoir produire des éléments, des composants, avec une main-d'œuvre qui finalement va pas être celle qui va aller travailler sur le chantier. C'est un nouveau type de main-d'œuvre, c'est de la main-d'œuvre qui va préférer un environnement industriel pour aller travailler. Alors, en France, les pouvoirs publics commencent à se saisir de cette opportunité du hors-site, commencent à comprendre l'intérêt. Je voulais vous montrer une petite vidéo de notre Premier ministre n'arrivera pas là. Voilà, Gabriel Attal, qui, lors d'une allocution donc en février 2024, a indiqué qu'il voyait tout l'intérêt du hors-site et qu'il allait engager les directions de l'État à lancer des marchés en hors-site, puisque évidemment ça va avoir un certain nombre d'impacts positifs. Donc dans cette vidéo, puisque je ne peux pas vous la montrer parce qu'on a un problème de son, il fait part en fait de l'intérêt qu'il voit pour le hors-site. Donc bien évidemment, le premier intérêt, c'est la réduction du temps de chantier. On va aller jusqu'à diviser par 2 le temps de chantier, hein, c'est quand même énorme. Et donc, on va réduire les nuisances pour les villes, notamment dans des zones denses, ça s'y prête énormément. On va réduire l'impact carbone, ça c'est très important, par la mixité des matériaux, mais aussi par la réduction des transports. Parce qu'un chantier, vous savez, hein, c'est des camionnettes qui transportent bien sûr des compagnons, mais aussi des matériaux. Donc cette valse des camionnettes, on va la diminuer puisqu'il y a une partie qui se fera dans l'usine en amont. Et puis un autre intérêt, c'est d'améliorer évidemment la qualité, puisque dans une usine, on respecte des process industriels, on a des plans d'assurance qualité, et donc on va produire des éléments qui seront bien mieux maîtrisés, et ça va donner de l'oxygène au chantier, comme je vous disais, et donc permettre de faciliter le travail des compagnons sur le chantier. Et puis enfin, la question, vous l'avez dit, du travail des femmes. Dans un atelier, ça va être beaucoup plus facile d'aller recruter des personnes qui ne sont pas forcément des spécialistes du bâtiment, mais qui savent respecter des processus de travail. Et donc voilà, redonner du sens au métier sur le chantier, des spécialistes de corps d'état, etc. Mais aussi d'inventer des nouveaux métiers qui vont travailler dans une usine. Alors, je voulais vous montrer quelques images pour illustrer un peu ce que je... Ah bah voilà, bon bah si, on entend pas. Alors voilà, ça ressemble à quoi une usine de construction et de rénovation hors site? Eh bien, ça ressemble à plein de choses. Parce qu'on peut faire des super usines. Là, vous en avez une en Suède qu'on est allé visiter l'année dernière. D'ailleurs, elle s'appelle la Super Fabriken. Donc, ça peut être des très grandes usines où on fabrique en volume. Par exemple, là, vous avez des murs à ossature bois, mais qui vont finir en fait dans des éléments modulaires. C'est des grosses usines, mais on peut aussi avoir, comme en France, on a au Savoie, là, en Auvergne, des plus petites unités de production qui vont produire pour des chantiers beaucoup plus locaux. Donc en fait, on peut imaginer différents modèles économiques pour ces ateliers, pour ces usines. Et l'idée, c'est surtout de garder l'implantation en France, dans les territoires français. Gabriel Attal parlait de réindustrialisation de la France grâce au hors-site. C'est vraiment ça, c'est dans les territoires d'avoir des entreprises qui font du hors-site. Et là, vous avez complètement à ma gauche RC Panels qui est en Hollande, et eux, ils font que des éléments pour la rénovation de bâtiments. Donc ça, c'est des pans de murs que vous voyez qui vont aller in fine sur les bâtiments. Et ça ressemble à quoi? Alors, on peut s'imaginer que ceux qui ont été traumatisés par la préfabrication d'après-guerre, on ne parle plus du tout de ça. Là, on est en train de parler d'une alternative à la construction traditionnelle. Les bâtiments, au final, c'est les mêmes que les bâtiments que vous connaissez dans la ville tous les jours. C'est juste que le processus est différent. Donc vous voyez, on peut tout imaginer à partir du moment où l'architecte intègre ces nouvelles méthodes constructives. Eh ben, vous voyez, c'est des formes de bâtiments qui vont s'adapter à la géographie de la ville et au PLU en l'occurrence. Et là, vous avez quelques exemples de rénovation. Donc c'est des logements, vous avez dans le nord de la France et puis dans la Sarthe. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt des éléments tramés, donc ça s'y prête bien dans le nord, où vous avez pas mal de maisons ouvrières qui ont servi, et qui se ressemblent, et donc on vient plaquer en fait ces éléments donc, de toiture, de murs préfabriqués.
Alors, la question maintenant, c'est quels sont les impacts qu'on va avoir sur les métiers et les compétences. Et bien en fait, comme c'est un processus global, en fait, ça change tout le cycle de vie du bâtiment. Ça change la conception du bâtiment. Évidemment, on va faire ce qu'on appelle la conception pour la préfabrication et l'assemblage. On ne peut pas faire du hors-site si on n'intègre pas ces éléments dans la conception. Ensuite, évidemment, on a rajouté la partie fabrication des composants en usine, ça c'est nouveau. Hein. Le transport et la logistique va évoluer, puisqu'on va transporter quand même des gros éléments de bâtiments et on va devoir les installer sur les chantiers. Donc c'est d'autres éléments de levage, par exemple. Il y a le chantier qui va changer également, puisqu'on va apprendre à assembler des composants. L'exploitation et la maintenance également va être impactée. Et puis, on va pouvoir anticiper la nouvelle vie du bâtiment, parce que dans la conception même du hors-site, on va pouvoir faire du désassemblage. Tout ce qui peut être assemblé peut être désassemblé. Donc en fait, ce qu'on considère, c'est que le hors-site, il va permettre de réutiliser et de réemployer beaucoup plus facilement les matériaux. On a les grandes entreprises qui considèrent que demain, un bâtiment, ce sera une banque de matériaux. Une banque de matériaux, ça veut dire que tout ce qui a été mis dans le bâtiment, on saura évaluer quelles sont les données du bâtiment et donc on pourra demain s'en resservir si le bâtiment est amené à se transformer. Je ne sais pas si je suis trop longue, Conclusion. je vais conclure, parce que j'ai souvent tendance à parler beaucoup. Conclusion. Donc les métiers, donc, je vais vous les afficher. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'absolument tous les métiers sont impactés. Nous, on forme à la fois donc, tous les acteurs de la chaîne de valeur qui sont sur ce cycle de vie du bâtiment. Donc on va aller parler à des maîtres d'ouvrage, à des architectes, à des bureaux d'études, à des économistes, à des BIM managers. Tous ces gens-là, il faut les former à ces nouvelles méthodes de construction. Ensuite, évidemment, il va falloir former les gens sur le chantier, dans les usines. Donc ce sera des industriels, des fabricants de matériaux qui vont devoir comprendre ce qu'est le hors-site et s'y adapter. Les transporteurs, les logisticiens. Et puis bien sûr, après sur le chantier, eh bien, ça va changer les métiers des entreprises générales, des artisans, qui vont devoir travailler avec finalement une autre façon de faire et comprendre quels sont les enjeux d'assemblage. Voilà, et je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y aura des questions, mais en tout cas, voilà pour une présentation assez générale. Merci. Vous serez tous sur le hors-site. Vous connaissiez déjà bien, mais je pense quand même que c'est une jolie découverte. Et bien, on arrive sur les métiers, donc les compétences, donc se former pour accéder à ces nouveaux métiers. Donc, Adeline, eh bien, dans votre organisme de formation, donc la Solive, vous êtes au cœur de ces métiers liés donc, dans le domaine du bâtiment et de ces innovations. Expliquez-nous quel type de formation, quel type de public, comment est-ce qu'on peut accéder à ces formations pour aller vers ces métiers assez enthousiasmants qu'on nous a présentés. Super, merci beaucoup de me donner la parole. Je suis très heureuse d'avoir quelques minutes pour vous convaincre que la rénovation énergétique, c'est un secteur absolument passionnant. Peut-être d'abord pour prendre un peu de hauteur, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est tous les travaux qui permettent d'améliorer le confort des habitants et de diminuer les factures énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment. Les deux intervenantes précédentes l'ont rappelé, le bâtiment est un gros consommateur d'énergie et un gros émetteur de gaz à effet de serre. On peut voir ça de façon optimiste. Ça veut dire que c'est un vivier important d'économie d'émissions de gaz à effet de serre. Et la rénovation énergétique, c'est une des solutions. Il y en a d'autres et on les a évoquées. Une solution dont on ne pourra pas passer à côté pour changer, pour diminuer l'impact du bâtiment. Les accords de Paris ont fixé des objectifs ambitieux sur le bâtiment. D'ici 2050, que l'ensemble de notre parc soit de niveau BBC, donc bâtiment basse consommation. C'est le Graal du DPE, du diagnostic de performance énergétique. Ça veut dire 37 millions de logements à rénover en France. C'est colossal. Il y a un job énorme à réaliser. Et pour réaliser ce job, en fait, il faudra
beaucoup de bras supplémentaires. On estime qu'il faudra à peu près 600 000 personnes pour atteindre nos objectifs en 2050. Donc, 600 000, c'est beaucoup aussi. Ça veut dire qu'il faudra former des jeunes dans les écoles, donc changer les parcours initiaux. Ça veut dire qu'il faudra aller chercher des talents dans d'autres secteurs, c'est peut-être vous. Et ça veut dire qu'il faudra aussi former les acteurs actuels du BTP sur les connaissances vraiment spécifiques à la rénovation énergétique. Ah, c'est la fin de mes slides. Pardon, maintenant c'est a cappella. Nous, à la Solib, donc on est un organisme de formation qui forme des adultes en reconversion au métier de la rénovation énergétique. Dans l'ADN de la Solib, il y a vraiment 2 missions. La première, c'est d'accompagner des changements de vie. Et je pense que se reconvertir, c'est un changement de vie assez important. Et la deuxième, c'est de contribuer avec d'autres acteurs à la massification de la rénovation énergétique en France. Nous, on propose des formations qu'on appelle bootcamp, donc des formations courtes et intenses. On a 3 parcours de formation. Le premier, qui est chef de projet en rénovation énergétique, donc c'est une formation de niveau BTS qui se réalise en 3 mois et demi et qui vous permet après d'intégrer des bureaux d'études pour faire des audits énergétiques, des préconisations de travaux sur la partie technique et financière. On a une formation de conseiller en rénovation énergétique qui est plus courte, qui dure 5 semaines et qui forme plutôt des chargés d'affaires qui vont dans des entreprises de travaux pour dimensionner et vendre des travaux de rénovation à des particuliers. Et on a une formation d'installateur de pompe à chaleur, qui est une formation de niveau CAP, en alternance pendant 8 mois. Les publics conformes... Parlez-nous un peu des publics que vous voyez qui viennent chez vous, la typologie, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. Voilà. Il y a des jeunes et il y a des vieux. Je crois qu'on a des gens entre 23 et 60 ans, 61 peut-être. On a 30% de femmes, donc c'est pas assez, mais c'est déjà assez encourageant pour le secteur du bâtiment. Et donc nous, on forme des gens, alors il y a 2 types de profils. Il y a des profils pas du tout issus du bâtiment, donc qui viennent, j'ai eu des journalistes, j'ai eu des comptables, des gens qui venaient du marketing, j'ai un judoka qui est en formation actuellement, donc des gens qui n'ont pas du tout de base technique, et j'ai aussi des gens qui sont issus du BTP, enfin des travaux publics ou du bâtiment, des artisans, des chargés d'affaires ou des chefs d'entreprise qui veulent rajouter une corde à leur arc ou vraiment réorienter leur parcours sur de la réno plutôt que sur du neuf. Pour intégrer la Solib, il n'y a pas de connaissances techniques, il n'y a pas de prérequis sur des connaissances techniques. En fait, on vous sélectionne d'abord sur un test un test en ligne qui nous permet de valider votre appétence technique, donc votre goût pour les sujets techniques, parce qu'il y a du calcul thermique, et ensuite un entretien de motivation, parce que notamment si vous venez d'un secteur éloigné, on veut être sûr que c'est un projet mûri, réfléchi, parce que entre être judoka ou au marketing dans une banque et le BTP, la rénovation, il y a quand même un grand écart. Donc c'est un projet qui se réfléchit, notamment à travers un bilan de compétences, un accompagnement. Et puis, pendant toute la formation, on vous coach, on vous présente le secteur, on fait intervenir des entreprises qui vous présentent les postes qu'elles ont, ce qu'elles recherchent chez des recrues. Et il y a des coachings des coachings professionnels individuels et collectifs. Et on est à 93% de retour à l'emploi après la formation. Donc on est assez fiers de ça. Peut-être pour conclure sur les métiers de la rénovation énergétique, le premier point, c'est que c'est un métier très concret qui change la vie des gens. C'est un métier qui a du sens, qui a un vrai impact sur le climat. Et c'est aussi un métier avec des perspectives économiques importantes dans les décennies à venir. Merci Adeline. Ça donne envie d'aller se former et d'aller sur ces nouveaux métiers. On va compléter avec François, donc chef de projet dans un autre organisme de formation, OICOS, sur le thème de l'éco-construction et de la rénovation écologique. Même chose, François, présente-nous les thématiques de formation, ce que propose votre organisme, le public que vous recevez, et puis essayez-nous de donner envie. Oui. Bonjour à toutes et tous. Donc pour resituer, OICOS, c'est un organisme de formation et une association qui existe depuis 1991. Donc on est
assez pionnier par rapport à toutes ces questions liées à une approche plus écologique du bâtiment. À l'époque, comme ça a été dit tout à l'heure, c'était quand même assez estampillé, baba cool, alternatif. Donc à l'heure actuelle, c'est plus du tout le cas. On est vraiment dans une phase à l'heure actuelle où l'éco-construction, l'éco-rénovation se développe sur une lancée économique. Disons que c'est intégré par les collectivités locales. Il y a énormément de projets qui sortent de terre, des lycées, des collèges, voilà, tout un tas de typologies de bâtiments à visée plutôt écologique. Auquel Oikos contribue par son activité. Donc pour resituer, on a ce pôle formé qu'on développe, que je vais vous présenter juste après, et deux pôles, un pôle sensibilisé, où on s'adresse au grand public, aux scolaires notamment, pour essayer d'infuser déjà dans la société ces thématiques avant d'aller parler de métier. Parce que si les personnes ne sont pas au courant de ce qui se pratique dans le bâtiment, en termes de matériaux biosourcés, en termes d'approche bioclimatique, d'utilisation de matériaux plus vertueux, voilà, c'est un peu dommage de ne pas sensibiliser ce public déjà à la base. On a un pôle informé qu'on développe aussi pour accompagner les maîtres d'ouvrage, les porteurs de projets dans leur réflexion et notamment leurs choix techniques. Et ce pôle formation, donc qu'on développe depuis une quinzaine d'années maintenant, avec différents modules proposés à différents publics, c'est-à-dire qu'on s'adresse à la fois aux professionnels du bâtiment exerçants, architectes, artisans, bureaux d'études et autres, par des modules courts qui durent en général 3 jours à 1 semaine, pour aborder un sujet précis qui pourrait manquer à ces professionnels dans leur activité au quotidien. J'ai un petit tableau. Ouais, alors, non, mais je le ferai après, enfin, ça arrive en fin de présentation. Donc des formations courtes et puis une formation longue de coordinateur ou de coordinatrice en rénovation énergétique biosourcée qui permet sur 8 mois de former des personnes en reconversion d'activité essentiellement. On a des gens qui viennent du secteur du bâtiment au départ, mais pas forcément que. On a aussi des reconversions totales comme pour la Solive, avec des profils extrêmement éloignés du bâtiment. Le tout étant de s'assurer que ces personnes... que le projet de ces personnes soit cohérent par rapport à ce qu'on propose et par rapport aux débouchés qu'ils pourraient trouver à l'issue de la formation. Donc juste pour resituer Oikos, on fait partie de la... Ah mince, c'était pas ça que j'avais... Voilà. On fait partie de la Fédération Éco-Construire, donc c'est une fédération d'organismes de formation professionnelle à l'éco-construction qui est présent sur tout le territoire français. Ça regroupe 13 organismes de formation. Donc à partir de ces 13 organismes de formation, on arrive à trouver une offre en termes de formation qui est assez diversifiée sur l'ensemble des territoires français. Pour n'en citer que quelques-uns sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc Oikos en fait partie. Vous avez aussi Aplon qui développe pas mal d'actions de formation sur l'Isère, et l'ASDER aussi qui est présente en Savoie et Haute-Savoie, avec un stand d'ailleurs au rez-de-chaussée pour vous présenter leur formation. Donc tout ça pour dire que à l'heure actuelle, l'éco-construction et l'éco-rénovation, c'est vraiment une thématique prépondérante quand on parle de bâtiment et de l'approche environnementale du bâtiment. Donc si vous avez la volonté de vous former, de vous reconvertir ou d'acquérir des compétences complémentaires, il y a vraiment tout un écosystème à l'heure actuelle existant qui permet d'acquérir ces compétences et d'évoluer professionnellement tout en contribuant à l'effort de la transition écologique. Que ce soit en termes de formation payante, mais aussi en termes d'accès à des contenus gratuits, notamment des MOOC qui existent et qui sont facilement accessibles. Je pense notamment au MOOC Bâtiment durable. Voilà, donc quelques organismes référencés ici. Les formations qui sont proposées par ces organismes sont de différents niveaux. Vous avez des niveaux CAP, BEP, des niveaux bac, alors plutôt en lien avec la mise en œuvre pour CAP, BEP, avec maçonne, terre crue, constructeur, constructrice bois, charpentier, charpentière, des ouvriers, des ouvrières professionnelles en restauration du patrimoine. Parce que ce que je n'ai pas évoqué, c'est la nécessité aussi de trouver des solutions techniques qui soient adaptées à la rénovation du bâti ancien. Ça, c'est vraiment un créneau sur lequel on se positionne assez fortement. On ne peut pas avoir la même approche sur du bâti en terre, en pierre ou en mâche-fer. C'est un matériau qui est assez présent sur la région lyonnaise,
comme on l'aurait avec des bâtiments plus récents, en béton, en parpaing. Voilà. Ça nécessite vraiment d'avoir une approche assez fine par rapport aux solutions techniques qui sont proposées au maître d'ouvrage. Des niveaux bac, chef d'équipe en construction durable, matérialiste, coloriste, technicienne du réemploi des matériaux du bâtiment. Ça aussi, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est vraiment un secteur qui a tendance à se développer fortement ces dernières années, avec énormément d'acteurs. Il y a tout un écosystème autour du réemploi, notamment au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région lyonnaise. Donc ça aussi, si ça vous intéresse, il y a tout un tas de ressources disponibles sur Internet. On avait écrit un article, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, sur notre site, avec quelques références bibliographiques des acteurs de terrain que vous pourrez contacter. Des niveaux Bac plus 2, coordinatrice, coordinateur en rénovation énergétique biosourcée, donc ça c'est la formation qu'on propose. Des niveaux Bac plus 3, après avec des chargés de projet, énergie, bâtiment durable, conductrice de travaux. Enfin voilà, il y a pas mal d'offres différentes à différents niveaux qui peuvent correspondre à tout type de projet de reconversion ou d'évolution professionnelle. Et juste pour terminer ma présentation, vous dire que WICO, c'est référent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le réseau français de la construction paille, qui est le réseau qui gère le développement du matériau paille en tant que matériau de construction et d'isolation plutôt dans le bâtiment, dans la construction neuve. Donc jusqu'à 2012, en fait, la construction bois-paille était plutôt du domaine de l'autoconstruction, on va dire. C'était encore un peu alternatif comme manière de construire. À l'heure actuelle, c'est plus du tout le cas. On a eu une évolution extrêmement forte de ce secteur depuis 2012, avec l'adoption de règles professionnelles par les professionnels de la construction bois-paille. Donc c'est un guide qui fait référence quand on souhaite se lancer sur ce genre de technique. Vous voyez à droite quelques exemples de projets. On n'est plus uniquement sur de la maison individuelle. Il y a énormément de projets de typologies diverses et variées sur cette approche bois-paille. Un gros lycée à Clermont-Ferrand, pas mal de projets de crèches, d'écoles, de mairies, d'immeubles de moyenne hauteur que l'on voit à droite. Donc là aussi, il y a pas mal d'opportunités en termes d'utilisation de matériaux biosourcés, notamment la paille. Ce qu'il faut voir, c'est que pour certains métiers, ça va être des métiers assez nouveaux. Pour d'autres, on est sur des métiers qui existent déjà, mais pour lesquels les professionnels vont aller se spécialiser sur telle ou telle approche et proposer à leurs clients des solutions innovantes qui vont permettre d'être à la fois confortables dans l'usage du bâtiment, économes en énergie, tout en ne nuisant pas à l'environnement par rapport aux solutions techniques qui ont été adoptées et par rapport au fait que quand on utilise un matériau, il y a tout un tas d'étapes avant la mise en œuvre du matériau et il y a tout un tas d'étapes ensuite, après, une fois que le bâtiment arrive en fin de vie, quoi. C'est vraiment important d'avoir cette vision globale des choses et de se dire que ce qu'on va utiliser pour construire ou rénover le bâtiment va forcément avoir un impact à un moment donné sur l'environnement, sur la santé des personnes, sur les quantités de gaz à effet de serre qui vont être émises. Donc voilà, c'est vraiment un secteur, si je devais conclure là-dessus, un secteur en pleine évolution à l'heure actuelle. On a vraiment de belles opportunités professionnelles par rapport à toutes ces questions liées aux matériaux notamment, par rapport à l'approche bioclimatique. Et voilà, il ne tient qu'à vous à explorer ce domaine si vous êtes intéressé. Il y a pas mal d'acteurs en tout cas qui sauront répondre à vos questions et vous orienter vers des voies qui seraient adaptées à vos profils professionnels actuels ou futurs. Merci, merci François. Bon, vous promettez de l'innovation, vous promettez des choses un petit peu surprenantes par rapport aux idées préconçues que vous pouvez avoir dans le domaine ce secteur donc de la construction. Vous avez vu, on a beaucoup parlé d'innovation, c'est extrêmement intéressant, cette synergie très forte autour des enjeux du bâtiment et de la transition environnementale. Les illustrations, plein d'illustrations, la dernière en date autour de la construction paille, montre bien que ce secteur est pleinement aligné avec nos enjeux de transformation liés donc aux grands enjeux climatiques. Et dans la façon d'accéder, puisqu'on est sur un salon de l'évolution, de la mobilité et de la reconversion professionnelle,
des opportunités professionnelles extrêmement importantes dans ce secteur-là. Ce que l'on a bien vu, c'est tout autant des perspectives d'évolution, une fois qu'on est dans le secteur, d'évoluer avec de la formation tout au long de la vie pour acquérir des nouvelles compétences, pour rester à la pointe, parce que là, on parle bien, oui, c'est ça, d'être à la pointe dans le secteur. Donc, des perspectives d'évolution, de se former tout au long de la vie, et puis des possibilités d'entrer dans ce secteur-là en étant judoka ou autre chose. Et ces opportunités elles sont là, et les solutions pour y entrer elles sont présentes sur ce salon. On a de nombreux exemples avec du public que Transition Pro finance dans le cadre de parcours de reconversion, avec des dispositifs tels que le projet de transition professionnelle, des publics qui viennent se reconvertir, pour lesquels nous finançons les formations dans ces organismes et dans plein d'autres, et qui ensuite, avec les acteurs du monde économique, avec les adhérents de Constructis, permettent effectivement d'intégrer ces personnes, voilà, elles se sont formées, et donc d'intégrer leur nouvel emploi avec les qualifications qu'ils ont acquis, et d'entrer dans ces entreprises de construction sur ces métiers qui sont assez passionnants dès lors que effectivement on a ces présentations extrêmement qui nous montrent toute leur modernité. Voilà, donc c'est les solutions, elles existent, les offres, elles existent, les exemples, on en a plein de personnes qui ont réussi ces reconversions. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se renseigner et se dire, le cas échéant, oui, allez, j'y vais. Voilà, le système est quand même, on est sur un secteur porteur et avec beaucoup de facilité pour prendre en charge ces formations. Les solutions sont en bas, sur le stand du CBC, de Transition Pro, pour aller chercher les réponses à toutes les questions liées à votre situation individuelle quant à la façon de mettre en œuvre. Il nous reste 2-3 minutes pour prendre quelques questions. Donc, mesdames, messieurs, s'il y a quelques questions, c'est bien volontiers qu'on y répond. Levez la main, on fait pas timide. Vous avez vu, ils sont sympas. Hein. Donc, le plateau, là, sympa, convivial. Donc, s'il y a des petites questions, n'hésitez pas. Oui, monsieur. Merci pour cette question qui est la question fondamentale. Aujourd'hui, le hors-site, c'est un marché qui est malgré tout émergent, qui représente, on va dire, moins de... La question était, parce que j'entends bien entendu, quel est l'enjeu financier du hors-site par rapport à la construction traditionnelle? C'est plus cher, c'est moins cher? Oui, donc je disais, c'est un marché qui est émergent. On a moins de 2% du marché de la construction rénovation en France. Donc il y a une très forte courbe d'apprentissage. Maintenant, aujourd'hui, les opérations qui sortent en hors-site, elles sont souvent au même prix que le traditionnel, voire légèrement plus cher. Ça, c'est une réalité. Maintenant, l'idée, c'est que grâce à la courbe d'apprentissage, on arrive à réduire les coûts, puisqu'on sait que quand on travaille une partie en atelier, on va faire de l'amélioration continue, ce qui est extrêmement difficile à faire dans la construction traditionnelle, c'est-à-dire de capitaliser sur les opérations qu'on fait les unes après les autres, et donc de réduire petit à petit les coûts de construction. Donc aujourd'hui, clairement, on est à peu près au même niveau que la construction traditionnelle, mais l'idée, c'est vraiment, avec l'expérience, d'arriver à réduire les coûts. Maintenant, la réalité, c'est que les matériaux ont le même coût, que ce soit sur le chantier, qu'ils soient traités sur le chantier ou qu'ils soient traités dans une usine. Donc c'est vraiment le temps qui nous fera dire, et on le voit, je donnerai un exemple étranger, notamment en Suède, par exemple, vous avez Boklok, qui est une filiale de Ikea, tout le monde connaît Ikea, qui a développé donc, des opérations de bâtiments, de logements collectifs en hors-site. Ils ont été élus pour la 3e fois consécutive meilleurs promoteurs de Suède, et ils arrivent à sortir des logements entre 15 et 20% moins chers que le marché. Donc en fait, on voit qu'il y a une vraie courbe d'apprentissage, et que quand on a l'expérience, ça peut fonctionner. Donc voilà, c'est encore à prouver en France et à progresser.
Merci Juliane. D'autres questions? Oui, monsieur. J'aimerais savoir la durée de vie de la construction. Alors, je me permets d'appeler pour tout le monde entendre. Quelle est la durée de vie, Juliane, d'une construction hors site? Moins long, plus long, comme les autres? Les bâtiments sont les mêmes, hein. C'est vraiment l'idée simplement de la construction hors site. On respecte les réglementations qui sont de la construction traditionnelle, effectivement, des TU, la réglementation environnementale. Donc la durée de vie est potentiellement la même. La seule chose qu'on voit, c'est que les bâtiments évoluent de plus en plus rapidement dans leurs usages et que donc on va pouvoir anticiper cette évolution parce que par exemple quand on va vouloir faire la surélévation, ça va être plus facile avec du hors-site. Quand on va pouvoir agrandir un bâtiment, ça va être plus facile. Donc en fait c'est plus une philosophie, j'allais dire, du bâtiment. Il y a un architecte qui parle d'architecture liquide, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le bâtiment il va évoluer avec ses usages plus facilement avec du hors-site que finalement une approche traditionnelle, notamment en béton où c'est beaucoup plus figé en fait. Mais la durée de vie est exactement la même. Et ça, on a des très très nombreux exemples partout dans le monde. Merci. Y a-t-il une dernière question? Oui, monsieur. Oui, en termes de recrutement, parce que pour le bâtiment, c'est un sujet important, c'est la main-d'œuvre qu'on arrive à capter. Beaucoup de main-d'œuvre et de la main-d'œuvre étrangère. Et donc, avec ces nouveaux modes constructifs, avec ces techniques nouvelles à apprendre, est-ce que vous pensez qu'il y aura suffisamment de personnes formées, peut-être plutôt des personnes françaises, du coup, en tout cas qui auront accès à cette formation, pour répondre aux besoins qui sont importants? Ou est-ce que ça pourrait être un frein? C'est-à-dire que la population étrangère, travailleurs détachés, etc., qui peut venir en France, n'aurait pas les niveaux de qualification requis, et du coup on se retrouverait encore plus confronté à un problème de main-d'œuvre si jamais il n'y a pas assez de personnes formées. Alors peut-être donner la parole à Nathalie sur comment le secteur appréhende les problématiques de tension, de recrutement et des solutions. Oui, je pense qu'il faut l'aborder de façon plus globale parce que renvoyer la main-d'œuvre étrangère à un niveau de qualification bas, je pense que c'est une vision qui n'est que partielle. On a des besoins massifs, en effet, voilà, donc, qui peuvent être pourvus, bien évidemment, avec l'intégralité des potentialités offertes, y compris par des personnes qui viendraient de l'étranger. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des opérations d'intégration parce que, au niveau global, on n'a pas suffisamment de personnes qui se présentent. Donc là, on est sur de l'intégration de publics réfugiés, etc. Donc avec des compétences déjà, y compris des compétences techniques, voilà. Donc c'est un sujet qui est un peu complexe et qui est divers, c'est-à-dire que la main-d'œuvre étrangère et la main-d'œuvre détachée, c'est pas tout à fait la même approche. Donc là, je pense qu'il y a quand même une volonté affirmée de la part des entreprises de conserver des personnels sur place, alors quelle qu'en soit, je dirais, l'origine. Voilà. On a observé à un moment donné une tendance et peut-être une peur de voir des entreprises sans salariés. Voilà. Ou en définitive, ce seraient des ensembliers de compétences et qui feraient appel à de la main-d'œuvre qui n'intégrerait pas l'entreprise. Bon, ça a fait long feu. Voilà, c'est absolument pas la conception des organisations aujourd'hui. Vraiment, on le voit, et d'ailleurs, y compris sur ces publics de réfugiés, on a des super histoires d'intégration durable de personnes qui sont arrivées avec des histoires pas possibles, et enfin vraiment particulièrement sur la place lyonnaise, des personnes réfugiées qui sont intégrées durablement dans les entreprises. Donc voilà, je crois qu'il faut plutôt le voir comme ça. Merci Nathalie, on va clore cette conférence. Donc merci à vous quatre vraiment pour votre disponibilité, pour la qualité de vos interventions, de vos présentations. J'espère que ça vous a donné plein d'envie. Donc vous poursuivez sur les stands, il y a les organismes de formation, il y a Transition Pro, il y a le CBC. Voilà, pour poursuivre votre réflexion. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'essayer de quitter assez rapidement, parce qu'on a besoin du salon derrière pour la manifestation derrière. Donc, si vous pouvez quitter assez rapidement le salon rouge. Merci, bonne journée.